Le titre de ce conte, c'est « Le jeune homme et le lion ». Le conte a pour origine le sud de la Mauritanie. Lebon, Lipon. Il était une fois un jeune citadin qui n'avait jamais quitté sa ville et qui décide un jour de visiter le village de ses ancêtres. C'était un petit village perdu dans la campagne. Il était situé près d'une grande forêt. Et dans cette forêt, il y avait beaucoup de fauves et surtout des lions. Le jeune homme n'avait jamais vu de lion, ni à la télévision, ni en photo. Il faut dire que ces produits de la modernité n'étaient pas connus en ces temps-là chez nous. Les gens de ce village n'allaient jamais dans la forêt à cause des lions. Un beau matin, le jeune citadin qui s'appelait Demba débarque dans le village de ses ancêtres. Il fait vite connaissance avec tout le monde et surtout avec Fatou, une belle jeune fille qui était d'ailleurs une de ses cousines lointaines. Les fiançailles ne durent pas longtemps. Ils décident de se marier. Après quelques jours de noces, Demba retourne en ville. Une année plus tard, il décide de retourner au village pour s'y installer définitivement avec Fatou. Parce qu'entre-temps, Fatou a eu un garçon. Pour marquer sa venue et montrer sa bravoure, Demba propose à sa femme une promenade dans la forêt. Cette dernière surprise lui dit « Mais tu es fou, tu veux que les lions nous dévorent tous les deux ?»« Tu vas voir, dit Demba, je vais te montrer que je ne suis pas un poltron, que je n'ai pas peur comme les gens de ton village. Suis-moi et d'ailleurs tu vas amener notre enfant avec nous. » La mort dans l'âme, Fatou obéit à son époux. Arrivé à l'orée de la forêt, soudain un chacal sort d'une touffe d'herbe. Et Demba se met à crier « Ah ah ah, tu vois, moi, quand les lions me voient, c'est eux qui détalent. » »« Oh, écoute, dit Fatou, ça ce n'est pas un lion. »« C'est quoi ?» lui dit Demba. « Ça c'est un chacal, reprend Fatou. »« Qu'importe, dit Demba, tu vas voir. » Quelques moments après, c'est au tour d'une hyène de détaler devant eux. Demba saute et dit « Ce n'est pas un chacal, ça c'est un lion, il est plus grand. » « Doucement, doucement, reprend Fatou. Ça c'est une hyène. » Après avoir longuement marché sans voir de lion, Demba propose à sa femme de se reposer sous un acacia. Fatou aménage de la place sur le sol pour son enfant qui commence d'ailleurs à dormir. Elle se couche derrière l'enfant. Demba, fatigué, fait de même. La brise et la fraîcheur de l'ombre aidant, ils s'endorment tous. Pendant ce temps-là, un lion arrive et s'installe sous un arbre à quelques pas d'eux. Le bébé se réveille le premier. Il voit l'animal et à quatre pattes s'approche du lion. Et il commence à jouer avec sa queue. Fatou à son tour se réveille. Elle aperçoit son enfant en train de jouer avec le lion. Et là, elle réveille son mari. « Djogol, Djogol, lève-toi, lève-toi, Demba, lève-toi. Notre enfant est en danger. Il joue avec un lion. » Demba se redresse et il voit l'animal. Et là, il dit « Ah bon? C'est ça un lion? »« C'est ça même, » répond Fatou. Aussitôt, Demba commence à retrousser le bas de son pantalon. Fatou lui dit « Tu vas sauter sur lui ?» Demba fait non de la tête. Et il retrousse les manches de sa chemise. « Tu vas le frapper avec un bâton ?» demande à nouveau Fatou. Il fait non de la tête. Et il dit à Fatou, « Donne-moi ta main, donne-moi ta main. »« Tu vas fuir ?» questionne Fatou. « Oui, s'il plaît à Dieu, répond Demba. »« Et notre enfant, dit Fatou en pleurant. « On en fera un autre, crie Demba, on en fera un autre. » Qui déjà a commencé à courir. Mais heureusement pour le bébé, ce n'était même pas un lion, mais une lionne qui l'avait même donné un peu de son lait. Mon conte est fini. Celui qui respire le premier ira au paradis.
Le garçon et les œufs. C'est un conte wolof du sud de la Mauritanie. Lebon, lipon. Il y a longtemps, dans un petit village, vivait un garçon. Un garçon qui aimait les œufs plus que toute autre chose. À chaque fois qu'il voyait un œuf, sa première réaction était de le mettre dans sa poche pour le manger après. Pour ce faire, il portait toujours des pantalons très larges, des pantalons qui avaient de grandes poches. Ce garçon était amoureux d'une fille qui, elle, vivait dans un village non loin du sien. Un jour, le garçon décide d'aller lui rendre visite. À son arrivée, la fille, qui l'aimait aussi, invite ses copines autour d'un thé. Les copines s'installent, l'ambiance monte, tout le monde chante et tout le monde danse. Tout à coup, une poule sort de la case dont la porte fait face à l'endroit même où est assis le garçon. Et là, le garçon se dit, si cette poule sort à cette heure-ci de la journée, c'est qu'elle doit pondre des œufs. Le garçon appelle sa fiancée et lui demande de lui indiquer les toilettes. Après indication, il sort, mais il prend soin de jeter un coup d'œil dans la case d'où est sortie la poule. Et là, il y voit effectivement beaucoup d'œufs. Discrètement, le garçon entre dans la case et remplit ses poches d'œufs. Et il revient jusqu'au seuil de la porte où étaient les filles. Il dit à sa fiancée, « Excuse-moi, je suis désolé, mais je dois partir. Je dois retourner au village. J'ai beaucoup de choses à faire là-bas. » Sa fiancée voulait le retenir, mais il persiste. « Je ne peux pas rester, je dois retourner au village. » La fille lui propose de l'accompagner avec ses copines jusqu'au coin de la rue, comme il est de coutume. Malheureusement pour le garçon, une de ses poches était trouée. Après quelques mètres de marche, pout! Un œuf tombe. Le garçon regarde les filles qui se regardent entre elles et personne ne dit mot. Silence. Il continue quelques pas en avant et là, pout, pout, 2 œufs tombent. Le garçon regarde les filles qui se regardent et là aussi, silence total. Quelques pas encore en avant et là, pout, 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 3 œufs tombent. Le garçon s'arrête et dit aux filles, « Est-ce que chez vous, les garçons pondent des œufs ?» « Non, répondent les filles. Ici, chez nous, ce sont les poules qui pondent des œufs. »« Ah, comme les hommes sont différents, reprend le garçon. Vous voyez, chez moi, ce sont les garçons qui pondent des œufs, surtout quand ils sont entourés par de jolies filles. » Mon conte est fini. Celui qui respire le premier ira au paradis. Le fou du village, c'est un conte wolof du sud de la Mauritanie. Lebon, lipon. Autrefois, dans nos villages, les enfants, garçons comme filles, appartenaient à des mbawars. Ce sont des groupements organisés basés sur la tranche d'âge. Ceux qui avaient la même tranche d'âge appartenaient au même mbawar. Au sein des mbawars s'organisaient toutes sortes d'activités, des activités culturelles, sportives, sociales, etc. Que l'enfant soit bien portant, handicapé physique ou mental, il avait son mbawar. Moussa Diakhaté était un malade mental. Il avait son mbawar. Un jour, Moussa et son mbawar organisent une sortie dans la forêt voisine. Au milieu de la forêt, il voit 2 taureaux, gras et gros, qui ruminent tranquillement sous un acacia. Ils attrapent les taureaux et les tuent. Ils se partagent la viande, mais en excluant Moussa le fou du partage. Moussa ne dit rien, mais le lendemain, il retourne tout seul dans la forêt. En cours de route, il rencontre 2 bergers. Après les salutations d'usage, les bergers lui demandent son nom. Moussa dit qu'il n'en a pas et il demande au berger s'il cherche 2 taureaux.
Oui, répondent ces derniers. Ils sont deux, n'est-ce pas? Enchaîne Moussa. L'un est de couleur blanche avec de longues cornes, l'autre est de couleur rougeâtre avec de petites cornes. Mais c'est exactement cela, exultent les bergers. Où sont-ils? Où sont-ils? Je ne les ai pas vus, répond Moussa. Ah là, ce n'est pas possible, disent les autres. De toute façon, on ne te laissera pas. On ne te laissera pas tant que tu ne nous auras pas montré nos taureaux. Car d'après les indications que tu nous as données, tu as bien vu nos taureaux. Après quelques moments de palabres, Moussa dit au berger, « Écoutez, suivez-moi, je vous montre vos taureaux. » Arrivé au village, Moussa trouve ses amis d'Imbawar en train de boire le thé sous un arbre. Et là, il dit au berger, « Vous voyez ces gens-là, ce sont vos voleurs. » Aussitôt, les discussions éclatent. Les bergers réclament avec force leurs taureaux. Les autres nient en prétendant que ce sont les paroles d'un fou. Après plusieurs heures de conciliabule, les bergers s'en vont appeler la police. Moussa Diakhaté se tourne vers ses amis et leur dit, « Écoutez, donnez-moi ma part et j'arrange les choses. » Pris de peur, ses amis envoient un des leurs dans différentes maisons pour récupérer ici un morceau de viande, là un morceau d'os, là-bas un morceau d'intestin, et les apportent chez la maman de Moussa. Quelques moments plus tard, les bergers reviennent accompagnés par de nombreux policiers. Moussa Diakhaté les accueille et leur dit, « Écoutez, les taureaux sont bien entrés dans ce village. Ils ont trouvé ces gens en train de prier. Ils leur ont donné de violents coups de tête. Ils ont piétiné les livres de Coran qui étaient posés par terre. Ils ont cassé les murs de la mosquée que vous voyez là-bas, en désignant la mosquée. Et enfin, les deux taureaux sont retournés jusqu'à cet endroit-là, et ils sont tous les deux entrés dans ce trou de lézard. » Dépités, les policiers reprennent leur voiture et l'assemblée se disperse. Ce conte est fini. Le premier qui respire ira au paradis. Le titre de ce conte, c'est « Le chien et ses compagnons ». L'origine du conte vient du sud de la Mauritanie. Lebon, Lipon. L'ancêtre du chien avait manifesté à l'homme, son maître, une grande fidélité. Il lui gardait sa maison, son troupeau, il l'accompagnait partout et ne lui coûtait presque rien du tout. Car pour sa nourriture, le chien se contentait des restes de son maître. L'homme l'aimait beaucoup et l'avait pris comme son compagnon de tous les jours. Toute leur vie durant, ils avaient vécu ensemble sans aucun problème. Dieu fut tellement ému et content de cette amitié que le jour de leur mort, car ils étaient tous les deux morts le même jour, Dieu décida de leur accorder la plus grande des récompenses, c'est-à-dire le paradis. L'homme et son chien, très contents, prennent donc la direction du paradis. L'homme devant, le chien derrière. Quand ils arrivent à la porte du paradis, l'homme y entre, marche dedans un moment, puis se retourne pour regarder son chien. Et il le voit debout devant la porte, la tête dans le paradis et le reste du corps dehors. L'homme l'appelle, lui demandant de se dépêcher pour entrer. Le chien répond, « Moi, il me suffit de respirer l'odeur du paradis. » Et il se dépêche de rebrousser chemin. Sur sa route, le chien rencontre l'âne et la chèvre. Ils décident de marcher ensemble. En chemin, ils voient une voiture, l'arrêtent parce qu'ils sont fatigués. Le chauffeur leur apprend que le prix d'une course est de 100 ouguiyas. Mais puisqu'ils sont 3, il veut bien faire une réduction. Ils devront payer 80 ouguiyas chacun. L'âne sort 80 ouguiyas et les donne au chauffeur. Le chien n'a pas de monnaie, il donne 100 ouguiyas. Et la chèvre, elle dit qu'elle n'a pas d'argent, mais qu'elle fait arriver payer. Parce que des fois chez nous, si quelqu'un n'a pas d'argent, il peut prendre une voiture et quand il arrive,
la famille paye à sa place. Les trois amis entrent tous dans la voiture et le chauffeur démarre. Arrivés à la porte du village, ils descendent tous les trois. Mais la chèvre, aussitôt les pattes posées par terre, s'enfuit et disparaît dans la nature. Le chauffeur, la voyant détaler, démarre sa voiture pour l'attraper. Quant au chien qui attendait sa monnaie, quand il voit la voiture partir, il court pour l'arrêter. L'âne qui a payé s'en va tranquillement sur la route. Depuis ce jour-là, chez nous, quand une chèvre entend le bruit d'un moteur, elle s'enfuit pour pas qu'on lui demande son billet. L'âne, lui, il faut l'éviter sur la route, car il a déjà payé. Quant au chien, il poursuit toujours les voitures pour réclamer sa monnaie, sans jamais avoir soif, car le fait de respirer l'odeur du paradis fait qu'il a toujours le museau humide. Ce conte est fini. Le premier qui respire ira au paradis. Le titre du conte, c'est Le crâne. C'est un conte qui vient du nord de la Mauritanie. Lebon, Lipon. Le désert avait cette année-là changé de visage. La couleur jaune ocre des dunes avait laissé la place à un joli vert, à un tapis végétal abondant. Les lits des oueds étaient pleins d'eau, et ça et là, on apercevait des flaques d'eau sur le creux des dunes. C'était une année de rêve pour Ahmed, le berger nomade, et pour tous les habitants du désert. Ahmed n'avait plus besoin de suivre à longueur de journée son troupeau de chameaux à la recherche de pâturage. L'herbe était partout. Ahmed était déchargé de travail. Il pouvait rester tranquillement sous sa tente, siroter son thé à la menthe ou se promener sur les dunes. Une après-midi, Ahmed sort de sa tente. Il marche un long moment sur la crête des dunes et soudain, il se pose sur le sommet d'une dune et fixe l'horizon au loin. Sans se départir de sa contemplation, il regarde en dessous de lui dans le creux de la dune. Et là, il voit une flaque d'eau. Dans la flaque d'eau flotte une chose blanchâtre. Intrigué, il descend de la dune, s'en approche et s'aperçoit qu'il s'agit d'un crâne humain. Ahmed s'exclame. Un crâne humain? Mais qui c'est qui a bien pu amener ce crâne-là ici? À ce que je sache, il n'y a pas de cimetière dans les parages. À sa grande surprise, Ahmed entend le crâne lui dire « Hé homme, moi c'est la parole qui m'a amené ici. » Hé hé, un crâne humain qui parle? S'exclame Ahmed. Cette nouvelle, il faut que je l'apporte au roi. Il prend ses jambes à son cou et s'en va directement au palais. Il arrive et s'écrie au roi. « Ô roi, j'ai vu de mes yeux, j'ai entendu de mes oreilles une chose extraordinaire. J'ai vu un crâne humain qui parle. » « Et tu nous prends pour des fous ou des imbéciles ?» dit le roi. « Je ne dis que la vérité, sire, je ne dis que la vérité. »« Si tu dis la vérité, reprend le roi, tu seras récompensé. Mais attention, si tu mens, je te ferai couper la tête. »« Je ne dis que la vérité, sire, je ne dis que la vérité. » Le roi et tous les gens du royaume accompagnent Ahmed pour découvrir la nouvelle. Aussitôt arrivé sur les lieux, Ahmed se précipite sur le crâne. « Crâne, voici le roi et tous les gens du royaume qui sont venus pour t'entendre. Parle-leur comme tu m'as parlé tout à l'heure. » Le crâne reste silencieux. « Parle !» insiste Ahmed. « Vas-y, parle-leur !» Et le crâne n'a pas voulu parler. Comme promis, le roi ordonne à un de ses bourreaux de lui trancher la tête.
Ce dernier l'amène jusqu'au sommet de la dune et slash, il lui coupe la tête. Sa tête roule, elle roule, sa tête roule, elle roule, sa tête roule et vient cogner le crâne qui continuait à flotter dans l'eau. Alors là, le crâne lui a parlé. « Ô tête, qui t'a mené ici ?» La tête de dire « C'est la parole. » Ce conte est fini. Le premier qui respire ira au paradis. Le titre de ce conte, c'est « Le diable et la beauté ». Son origine, c'est le sud-ouest de la Mauritanie. C'est un conte wolof du sud-ouest de la Mauritanie. Lebon, Lipon. Le diable vivait dans son palais sous la terre. Son palais était confortable et la nourriture y était abondante. Mais le diable était seul et au bout de quelques années, il commença à s'ennuyer. Un matin très tôt, le diable décide de remonter sur la surface de la terre. En y arrivant, il lève la tête et il voit au loin des jeunes filles qui jouent. Il s'en approche et remarque parmi elles l'une d'elles qui était d'une rare beauté. Le diable lui dit: « Belle jeune fille, si tu acceptes de m'épouser et de me suivre dans mon beau palais, je te donnerai toutes les parures de la terre et tous les joyaux de la terre. » Ah, et toutes les parures et les joyaux de la terre, que pourrais-je en faire moi? Répond la belle jeune fille. Le diable, sentant qu'il n'avait aucune chance d'emmener avec lui cette belle jeune fille, se jette sur elle et dans un geste violent et sec lui arrache sa beauté. Il arrive dans son beau palais, il jette la beauté de la fille sur les murs de son palais qui se mettent à étinceler de beauté. De longues années plus tard, le diable, toujours seul dans son palais, s'ennuie toujours. Il décide de revenir sur la surface de la terre et d'aller voir ce que la belle jeune fille était devenue. Il se renseigne au village. On lui apprend qu'elle vit dans une cabane au fond de la forêt. Il s'y rend. Le diable trouve la cabane et en regardant à travers les fenêtres de cette cabane, il voit une vieille femme très ordinaire, cette vieille femme très ordinaire qui était assise à côté d'un vieil homme tout aussi ordinaire. La porte de la cabane étant entr'ouverte, le diable y entre furtivement. Et à ce moment-là, il sent monter entre les deux vieilles personnes une telle force d'amour qu'il en perd la vue et surtout le sens de l'orientation, à tel point qu'il ne parvient plus à retrouver le chemin qui le mène dans son beau palais. Depuis ce jour-là, le diable court toujours dans les forêts et les déserts. Ce conte est fini. Le premier qui respire ira au paradis. Le titre de ce conte, c'est « Le caïman et la pintade ». Le conte a pour origine le sud de la Mauritanie. Lebon, Lipon. Le caïman et la pintade entretenaient une amitié de longue date. Oui, c'était une amitié connue de tous les habitants de la forêt et des eaux. Le caïman avait goûté à la viande de tous les oiseaux, sauf à celle de la pintade, parce qu'elle était son amie. Mais un jour, le caïman décide de faire fi de cette amitié et de manger la pintade. Très tôt le matin, le caïman sort de l'eau du fleuve avec ses enfants. Il envoie l'un d'entre eux dire à la pintade qu'il est mort. Oui, que le père est tout simplement mort. Puis le caïman se couche sur le dos, il ferme ses gros yeux entourés d'orbites en forme de pneus de voiture. Il ordonne à ses enfants restés à ses côtés de pleurer et de se lamenter.
Un concert de cris et de gémissements, relayé par l'écho des falaises bordant le fleuve, résonne de toutes parts. Un peu plus tard, arrive la Pintade accompagnée de ses enfants et du fils du caïman. Ce dernier se jette par terre et pleure comme ses frères. La Pintade ordonne à ses enfants de se mettre, comme elle, à une bonne distance du caïman. Elle demande aux enfants du caïman de se calmer pour lui permettre de dire une prière pour leur père. Les petits caïmans se taisent. La Pintade, après avoir versé quelques larmes de crocodile, dit « Caïman, si tu es mort, remue le bout de ta queue. » Le bout de la queue du caïman bouge, d'abord timidement, puis de plus en plus fort. La Pintade verse encore quelques larmes de crocodile et dit « Caïman, si tu es réellement mort et tout porte à croire que tu l'es vraiment, ouvre ton œil gauche. » L'œil gauche s'ouvre. « Maintenant l'œil droit, » reprend la Pintade. Et l'œil droit s'ouvre. Aussitôt, la rusée Pintade s'envole avec ses enfants en disant « Ce n'est pas aujourd'hui, ni demain, ni jamais que tu vas nous manger, vilaine bête. » Ce conte est fini. Le premier qui respire ira au paradis. Le chat et le petit lézard. C'est un conte wolof du sud de la Mauritanie. Lebon, lipon. Il était une fois un chat qui avait faim. Il avait tellement faim qu'il avait vraiment, mais alors vraiment très très faim. Un jour qu'il sortait pour avoir de quoi se mettre sous la dent, il découvre somnolent sur un rocher un tout petit lézard couleur de sable. Sans réfléchir, le chat saute sur lui. Le petit lézard lui dit « Mais attends, jamais attends, toi tu es sot. Tu veux me manger moi, un petit lézard sans chair ni os. Alors que si tu m'écoutes, je te dirai comment tu fais pour avoir un poisson gros comme ça. » « Je n'ai pas le temps d'attendre, » répond le chat. « J'ai trop faim, je vais te manger. »« Attends, » insiste le petit lézard. « Attends et écoute-moi. Tu vois, chat, tu vois l'arbre qui est là-bas sur la rivière. Mets-toi sur l'une de ses branches et tu attends. Tout de suite, une mouche volera à côté de toi et tombera dans l'eau. Aussitôt, une grenouille sortira de l'eau pour la manger. « Mais écoute, tu te fous de moi ou quoi ?» dit le chat. « Tu m'avais parlé d'un gros poisson, non ?»« Attends !» enchaîne le petit lézard. « Attends et sois patient. » Après la grenouille, un tout petit poisson sortira à son tour pour dévorer cette grenouille-là. Et à ce moment-là, un gros poisson sortira de l'eau pour dévorer le petit poisson. Et toi qui es là juste sur la branche de l'arbre, tu n'auras qu'à tremper les pattes pour l'attraper, pour attraper ton gros poisson. Alors là, le chat accepte la proposition du petit lézard. Mais avant de partir, il prend soin de boucher tous les trous qui étaient à côté du lézard. Tous! Puis, se tournant vers lui, il lui dit « Je vais faire ce que tu as dit, mais attention, si tu mens, c'est toi que je dévorerai. » Puis le chat grimpe sur la branche de l'arbre. Aussitôt les choses se déroulent comme l'avait prévu le petit lézard. Mais lorsqu'arrive le tour du gros poisson, le chat trempe ses pattes pour l'attraper. Mais le poisson était trop gros et trop fort, et il entraîne le chat dans l'eau. Le chat, comme tout le monde le sait, il est friand de poissons, mais il déteste la nage. Il ne sait pas nager.
Il se met à crier au secours, au secours, au secours. Tout en se noyant, le chat crie au secours très très fort. Au secours, au secours. Le petit lézard, lui, il n'était pas parti. Il était là, il observait la scène. Au bout d'un moment, le petit lézard saute et jubile en criant « Oh chat! Oh chat! Toi, tu vas te noyer et moi, je resterai là jusqu'à ce que le marigot soit tout à fait sec pour venir sucer le reste de tes os. » Ce conte est fini. Le premier qui respire ira au paradis. Le titre de ce conte, c'est Le chat pèlerin. L'origine est du nord de la Mauritanie. Lebon, Lipon. Un chat vivait à côté d'un village de souris. Les temps étaient très durs. Il n'y avait rien à manger. De peur d'être dévorées, les souris s'empressaient d'entrer dans leur trou à chaque fois qu'elles voyaient le chat. Ce dernier maigrissait à vue d'œil. Un matin très tôt, le chat sort de chez lui. Il marche dans les rues désertes en criant à haute voix pour se faire entendre. « Écoutez-moi, je ne dis que la vérité. Demain, je vais faire un pèlerinage à la Mecque. Comme ça, je ne ferai plus de mal à autrui. » Après avoir arpenté toutes les rues vides, il part au pèlerinage. Le temps fait ce qu'il a toujours l'habitude de faire, c'est-à-dire il passe. Et un jour, le chat revient de son pèlerinage. Il est tout de blanc vêtu. Il porte un large boubou blanc et coiffé d'un turban blanc. Il tient dans sa main gauche un long chapelet en perles. Il a laissé pousser une longue barbe. Il marche lentement en s'appuyant sur un bâton qu'il tient dans sa main droite. Dès le lendemain de son retour, le chat convoque à la mosquée toutes les souris afin qu'elles écoutent une causerie religieuse. Les souris, rassurées par son changement, répondent toutes à l'appel. Elles entrent toutes dans la mosquée, toutes sauf une, la plus vieille d'entre elles. Cette dernière choisit un coin derrière la porte en disant que c'était la meilleure place pour écouter le discours du chat. Le chat pèlerin, accompagné d'un autre chat, le chat sentinelle, s'installe devant l'assemblée. Après les salutations d'usage, le chat pèlerin chuchote quelques mots dans le creux de l'oreille du chat sentinelle qui ferme la porte. En un clin d'œil, alors les deux chats se jettent dans la foule des souris et les dévorent. Ils les dévorent toutes sauf une, la vieille souris qui détale en disant à haute voix « Un ennemi ne devient jamais un ami ». Le conte est fini. Le premier qui respire ira au paradis. Lebon, Lipon. 3 bœufs vivaient ensemble dans une forêt. Ils étaient dans la forêt loin des autres animaux. Dans cet endroit, l'eau et le pâturage étaient abondants. Les bœufs vivaient dans la joie et la bonne humeur. Il leur arrivait d'organiser des soirées de fête où ils chantaient et dansaient. Ils dansaient Mazayan kum, Mazayan kum. Et ils chantaient. Chacun disait aux autres que vous êtes jolis, que vous êtes beaux. Seulement les 3 bœufs étaient de couleurs différentes. L'un était blanc, l'autre était noir et le troisième, lui, il était marron. Un jour, les bœufs reçoivent la visite de Gaindé le lion, qui leur propose de rester quelques jours avec eux. Les bœufs acceptent et continuent de vivre comme si de rien n'était. Mais le lion, lui, ce qu'il désire, c'est de manger les bœufs.
Mais comme ils sont tout le temps ensemble, ils ne pouvaient pas le faire. Un soir, après la soirée de fête organisée par les bœufs, le lion vient à côté du bœuf blanc et du bœuf marron et il leur dit: « J'ai remarqué une chose que vous n'avez pas vue. Ce bœuf noir, il est trop gourmand. Tout le pâturage, toute l'eau, si vous ne faites pas quelque chose, il va les finir bientôt et vous allez tous mourir de faim. J'ai même vu que dans l'enclos où vous dormez, lui, le bœuf noir, il prend toute la place. Alors, tuez-le avant qu'il ne soit trop tard. Et comme ça, vous allez rester dans la forêt avec tout le pâturage. » Les deux bœufs opposent un refus catégorique à la proposition du lion. « Non, non, nous refusons de le tuer, c'est notre frère. » Le lendemain, le bœuf blanc et le bœuf marron commencent à prêter attention à la façon de manger et de boire du bœuf noir. Quand il s'arrête pour l'observer, lui, il continue à manger et à boire comme si de rien n'était. Une semaine passe. Le lion, comme pour la première fois, vient voir le bœuf blanc et le bœuf marron et leur fait la même proposition. Encore une fois, les deux bœufs opposent un refus, mais un refus moins catégorique. Non, non, nous ne le tuons pas, c'est notre frère. Les jours se succèdent aux jours et les deux bœufs prêtent de plus en plus attention au comportement du bœuf noir. À la fin de la 3e semaine, après la fête du soir, les deux bœufs aident le lion à tuer le bœuf noir. Le lion le mange sur le champ. Un mois après, le lion s'approche discrètement du bœuf marron et lui dit: « Tu vois ce bœuf blanc-là? Il est différent de nous. Toi, tu es marron, moi aussi, et je suis marron, mais lui, il est blanc. Débarrassons-nous de lui. Et comme ça, nous allons rester seuls dans la forêt avec notre belle couleur que tu vois là. » Le bœuf marron, lui aussi, n'ayant pas compris la ruse du lion, l'aide à tuer le bœuf blanc, et le lion le dévore sur le coup. Quelque temps après, puisque le bœuf marron était resté tout seul dans la forêt avec le lion, eh bien ce dernier n'a pas eu de peine pour le dévorer. On dit dans ma langue, Mbolo, Moïdole, c'est l'union qui fait la force. La fourmi, c'est un conte du désert. Il est connu en Mauritanie, mais aussi dans tous les grands déserts du monde. L'Ébone, un conte. L'Hippone raconte. Ce jour-là, une jeune fourmi avait osé. Oui, elle avait osé rester là dans son trou en train de travailler, pendant que toutes les autres fourmis se bousculaient. Oui, et elle se bousculait pour se prosterner sous les pieds de Salomon. Salomon qui se promenait dans le désert à côté de leur fourmilière. Salomon était un roi doublé d'un prophète. Il avait des dons impressionnants, dont celui de dompter les animaux, de comprendre leur langage et leur parler. Malgré les ruades et bousculades de la foule, Salomon a remarqué l'absence de la jeune fourmi. Il leva la tête, la découvrit dans son trou, et lui dit: « Mais que fais-tu là, bête menue? Et pourquoi ne fais-tu pas comme tes congénères? » « Sire, répondit-elle, ce n'est ni par impolitesse, ni par désobéissance que je ne suis pas venue comme les autres. Mais tout simplement, je m'occupe à quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Vous voyez, je veux déplacer cette dune de sable que vous voyez là. »« Ah 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 ah, mon pauvre ami, rétorqua le roi Salomon. Je doute que tu aies la vertu nécessaire, c'est-à-dire la patience, et surtout la chance suffisante, c'est-à-dire la longévité pour accomplir ce travail immense.
Moi non plus, je n'en sais rien, confessa la fourmi. Mais ce que je sais, continua-t-elle, c'est que la force qui me pousse est plus puissante que la tempête du désert, plus fort que tous les cyclones et plus dévastatrice que la guerre. Je veux parler de la force de l'amour, car de l'autre côté de la dune de sable se trouve ma bien-aimée. Si je mourais avant de l'atteindre, je finirai ma vie dans la folie de cette chose qui meurt en dernier dans le cœur des êtres, c'est-à-dire l'espérance. Cet échange a fortement ébranlé le grand roi et prophète Salomon, qui, dans le désert au milieu de nulle part, a compris le vrai sens de l'amour. Ce conte est fini, le premier qui respire ira au paradis. L'exil avorté. Lébon, lipon. L'âne, le chien et le coq, qui ont toujours vécu avec l'homme, décident un jour de se séparer de lui et d'aller vivre dans la forêt lointaine. En cours de route, chacun dit ce qu'il reproche à l'homme. L'âne qui est choisi comme chef de groupe commence. Moi, dit-il, l'homme me fait travailler toute la journée. Je laboure la terre, je lui transporte son eau et ses bagages, et quand le soir je rentre enfin à la maison, il me donne un violent coup de bâton et m'ordonne d'aller chercher à manger. Alors que mon cousin le cheval, il est traité comme un prince. L'homme lui apporte à manger, il lui coupe ses sabots, il lui fait tout. Et même quand il monte sur son dos, il lui met une selle pour ne pas lui faire du mal. Cette situation, je ne peux plus la supporter. Le chien prend la parole et il dit « Moi, je travaille toute la journée et toute la nuit. Le jour, j'accompagne le berger pour garder le troupeau et le soir, je veille au moment où tout le monde dort. Et avec tout ça, l'homme ne me donne que ses restes à manger. Et s'il n'a pas de reste, je ne mange pas. Alors que mon cousin le chat, il ne sort même pas de la maison. L'homme le traite comme son fils. Cet enfer, moi non plus, je ne peux plus le supporter. » Enfin, le coq intervient. Moi, tout le monde sait que c'est moi qui réveille l'homme le matin pour faire ses prières et ensuite vaquer à ses occupations. Mais quand il a de la visite, il me tue. Quand il est à court d'argent, il me vend au marché. Cette précarité, moi, je ne peux plus la supporter. Après la parole du coq, les trois amis arrivent au milieu de la forêt. Ils se construisent chacun une case et s'y installent. Ils vivent ainsi tranquillement pendant de nombreuses années. Un jour, Bouki la hyène, passant à côté de leur case, remarque leur présence. Elle file avertir l'éléphant, son chef. Ce dernier, pour vérifier les dires de Bouki la hyène, envoie Golo le singe. En voyant Golo le singe arriver, le chien dit à ses amis « Laissez-le venir, je m'en charge. » Il saute sur Golo et lui casse une patte. Celui-ci s'en retourne en traînant la patte. L'éléphant lui dit « Toi, tu n'es qu'un vaurien. » Il envoie le charognard. Lorsque l'âne aperçoit le charognard, il dit à ses amis « Celui-ci, laissez-le avec moi, je lui règle son compte. » L'âne se couche pour faire le mort. En le voyant dans cette position, le charognard se précipite sur lui. Et aussitôt, les trois amis se jettent sur lui et lui administrent de violents coups de bâton. Le charognard repart le corps couvert de sang. « Vous êtes tous de vauriens, » dit l'éléphant aux autres. « Cette fois-ci, c'est moi qui vais y aller. » Au moment où il s'approche des trois amis, le coq dit « Celui-ci, c'est moi qui m'en charge. » Le coq se met sur la branche d'un arbre et attend le passage de l'éléphant. Lorsque ce dernier arrive jusqu'à son niveau, le coq saute sur lui en battant des ailes très fort et il dépose un œuf sur la tête de l'éléphant, tout cela accompagné par de très forts cocorico, cocorico, cocorico. Pris de peur,
l'éléphant prend la fuite. En se sauvant, il piétine les cases des 3 amis. L'âne alors rassemble ses compagnons et leur dit: « Ces gens ne nous laisseront plus jamais tranquilles, et nous ne savons pas où aller. Je vous suggère d'appliquer l'adage qui dit que celui qui ne sait plus où aller doit retourner là d'où il est venu. » Ce conte est fini. Celui qui respire le premier ira au paradis. L'autruche, c'est un conte mort de la Mauritanie. Lebon, Lipon. De mémoire d'homme, on n'a jamais vu d'autruche à Fondé le village du vieux Moussa. Un matin, un animal géant, haut sur pattes, qui ne ressemble pas à un oiseau parce qu'il est grand comme un chameau, mais qui ne ressemble pas non plus à un mammifère parce qu'il a des plumes et qu'il a seulement 2 pattes. Cet animal bizarre entre dans le village. Il se dirige sur la place du marché où sont réunis d'ailleurs Moussa le vieux commerçant et plusieurs autres personnes. En voyant la bête, tous ils s'enfuient, vieux et jeunes. L'animal, seul sur la place publique, se promène tranquillement. Au bout d'un moment, un enfant qui était caché sous une peau de chameau, non loin de l'autruche, claque ses 2 mains pour lui faire du mal. Et là, on voit l'autruche qui esquisse des pas de danse. L'enfant recommence et l'autruche se met à danser. Aussitôt, les enfants, puis les adultes se regroupent autour de lui en tapant des mains, et l'autruche continue de danser de plus belle. La nouvelle se répand dans tous les villages et jusqu'aux confins du désert et de la forêt, car à ce temps-là, les animaux et les hommes parlaient le même langage. Aussitôt, le lion apprend la nouvelle. Et justement, cela coïncide avec la naissance de son fils, un beau petit lionceau. Le lion invite tout le monde à une grande fête, l'autruche et tous les grands danseurs du pays. À cette occasion, le lion décide de faire des cadeaux et de donner beaucoup de privilèges aux meilleurs danseurs, ainsi qu'à sa famille et à ses proches parents. Tout le monde répond à l'appel. La fête commence. Chacun danse de son côté. Le roi lion s'installe au milieu de tout le monde avec sa femme et le bébé bien installé dans sa couchette. Bouki la hyène, qui ne savait pas danser, mais qui voulait attirer les faveurs du lion, s'active en faisant des va-et-vient entre la foule et la famille royale. Au bout d'un moment, l'autruche danse si bien qu'elle attire l'attention de tout le public. Tout le monde s'arrête de danser pour la regarder et l'applaudir. C'est alors que Bouki la hyène s'approche de Gaindé le lion et lui chuchote au creux de l'oreille: « C'est ma nièce, l'autruche est ma nièce !» L'autruche continue sa danse, en sautant, en virevoltant de tous les sens. Et dans son élan, potcheur, elle piétine et éventre le petit lionceau. Puis, sans attendre, l'autruche s'envole dans les airs. Après avoir constaté le drame, le lion dit à l'assemblée: « Nous allons venger mon fils, car si l'autruche s'est enfui, son oncle est ici parmi nous. » Il désigne Bouki la hyène. Bouki la hyène, les larmes aux yeux, dit: « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il n'y a aucun lien de parenté entre l'autruche qui est un oiseau et moi-même qui suis un mammifère. » Ce conte est fini. Le premier qui respire ira au paradis. Les 2 loups affamés. Il était une fois 2 loups. 2 loups qui avaient terriblement faim. Ils ne trouvaient rien à se mettre sous leur terrible croc. Ils en avaient perdu le sommeil. Cette nuit-là, ils étaient d'accord pour changer d'endroit. Toujours aux aguets, ils marchaient à pas de loup.
Les oreilles dressées, ils écoutaient le moindre bruit, flairaient la moindre odeur. Soudain, un des loups sursauta, regarda l'autre et lui dit « As-tu entendu comme moi le chant d'un coq là-bas dans la forêt ?»« J'ai entendu le chant d'un coq, mais je crois que ce ne sont que des hallucinations. »« Chut, tais-toi, tu entends bien le chant d'un coq. »« C'est vrai, tu as raison. Cette fois-ci, mes oreilles ne l'ont pas inventé. Ce n'est pas un mirage. Mais notre problème, c'est que ces volatiles sont souvent perchés sur les arbres. Tentons notre chance. Peut-être que nous serons assez malins pour l'attraper. » Ils mirent le chemin de la forêt sous leurs pattes. À l'orée du bois, le second loup, qui avait très peur du noir, décida d'abandonner là. Le premier loup, lui, n'hésita pas. Il s'enfonça dans les broussailles. Il était sans doute plus affamé ou plus audacieux que son ami. Il cherchait, de bosquet en bosquet. Arrivé dans la clairière, il aperçut enfin un coq chantant perché sur le sommet d'un arbre. « Bonjour, monsieur le coq, vous êtes le roi des muezzins. Mon désir serait que vous descendiez et que l'on partage une prière ensemble. »« Désolé, cher loup, je n'ai pas encore fait mes ablutions. Mais un peu plus loin, là-bas, au pied de cet arbre, un ami qui m'est très cher sera heureux de prier avec toi. N'hésite pas à le réveiller. » Le loup se précipita vers l'arbre que lui avait indiqué le coq. Il se pourléchait les babines. Enfin quelque chose à se mettre sous la dent, pensa-t-il. Sa joie fut de courte durée. À peine arrivé près de l'arbre, surgit un chien de chasse. Le loup aurait voulu prendre ses jambes à son cou, mais il était trop tard. La peur le paralysait, la queue basse, le regard méfiant, il dit « Voudriez-vous prier avec moi ?»« Oh, pauvre de moi, je voudrais bien, mais j'ai un terrible mal de tête, surtout quand je vois un loup. »« Je sais ce qui peut guérir votre mal de tête, de la cervelle. Ça tombe bien, j'ai laissé à l'orée du bois une belle proie avec une grosse cervelle, parce que moi, je vous aurais bien offert la mienne, mais je l'ai perdue, et je n'en ai plus. » Le chien n'était pas d'humeur à écouter ces balivernes. D'un bond, il se saisit du loup et le dévora. Quant à l'autre loup resté à l'orée du bois, il entendit un horrible cri résonner dans la forêt. Il sut qu'un grand malheur était arrivé à son compagnon. Il était heureux de ne pas l'avoir suivi. Il leva les yeux au ciel et vit les dattes d'un palmier. Il se dit « Ah, ces délicieuses dattes suffiraient à calmer ma faim, mais je ne sais ni grimper aux arbres ni bondir très haut. Je me contenterai de celles qui tombent par terre. » Et la gueule grande ouverte, il attendit sous l'arbre. Mon compte est tombé du palmier. Le loup l'a avalé. Le chat vertueux. Ken يسيدي حتى كان ou Ken dans les temps les plus anciens, un chat vertueux, si vertueux qu'on l'avait appelé chat d'Urneim. Il était connu pour sa bonté, son intégrité et sa fidélité. Il était très apprécié dans son entourage, mais comme il ne pouvait pas s'acquitter des travaux des hommes, la famille qu'il avait adoptée l'affecta aux courses. Un jour d'été, il est chargé d'apporter le déjeuner au moissonneur. Dans son panier, on avait mis une grande quantité de nourriture, du pain, de l'huile, du beurre, du miel, du lait. Sur son chemin, il tombe sur un hérisson qui avait l'air de souffrir. Il marchait péniblement en poussant des gémissements de douleur. Ah, ah, ah.
Le chat s'apitoie sur son sort, s'approche de lui et lui propose son aide. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Le hérisson, d'une petite voix à peine audible, le supplie. « Âme charitable, je te prie de me transporter jusqu'à ma demeure. Elle est sur ton chemin. J'ai trop mal, je n'arrive pas à marcher. Ah. » Sans hésiter, le chat se penche sur lui, le ramasse délicatement et le pose doucement au fond de son panier. Une fois bien installé dans le panier, le hérisson se frotte les pattes. Il a un large sourire et se met à saliver. Il jubile face à un tel banquet. Et c'est avec voracité qu'il puise dans le miel, le beurre, l'huile et le lait. Une fois rassasié, il s'adresse à son bienfaiteur. « Âme charitable, je te prie de me déposer ici. Je suis arrivé à destination. Je te serai reconnaissant toute ma vie. » Mais avant de s'en aller, feignant une révérence en signe d'adieu, il prend soin d'enduire de beurre rance la queue du chat. Bercé par l'euphorie d'avoir accompli un geste charitable, le chat ne se doutait de rien et il continue son chemin en chantonnant « Miaou, miaou, miaou ». À son arrivée, tenaillé par la faim, les moissonneurs se précipitent à sa rencontre et lui arrachent le panier des pattes. Quand ils y jettent un œil, ils se figent et échangent des regards consternés. Il ne reste plus que des miettes. Ils interrogent le chat, qui nie catégoriquement avoir puisé dans le panier. « Si ce n'est pas toi, qui est le coupable à ton avis ?»« Je vous jure, Wallah, Wallah, je ne sais pas. C'est un mystère. » Décontenancés, les moissonneurs s'approchent du suspect et le fouillent à la recherche d'un indice. N'importe quel indice qui prouvera sa culpabilité. On lui fait ouvrir la bouche. Pas de traces de nourriture. On passe ses pattes au crible. Rien. Mais dès que l'aîné flaire la queue, ils sont envahis par une odeur de beurre rance. C'est elle la coupable. C'est elle la voleuse. C'est ta queue. Furieux contre sa queue, le chat se tourne vers elle, la secoue, lui fait mordre la poussière en lui disant « Quand tu me suivais et m'obéissais, je te reconnaissais mienne. À présent, tu oses me trahir et manger à mon insu. Tu me fais honte, espèce de chapardeuse, espèce de voleuse. Je te renie, je te renie. » Et d'un coup de dent, il la cisaille. Et comme une ordure, il la jette loin de lui. Épouser une jolie femme est un risque. C'est un conte peul du sud de la Mauritanie. Lebon, Lipon. Fatoumata était une belle femme. On aurait dit une perle de diamant sucée et crachée par Dieu en personne. Elle habitait avec son mari Moussa, une cabane située dans la forêt non loin de Kermour, mon village. Moussa était un grand chasseur. En ce temps-là, toute la région faisait partie du royaume du roi tout-puissant, Bourdolé. Un jour, le roi Bourdolé se promenait sur son cheval. Il aperçoit Fatoumata, qui était habillée d'une robe en soie. Elle était coiffée d'un foulard assorti. Elle était là, assise sur le seuil de la porte de sa cabane, en train de préparer du couscous pour le repas du soir. Son mari Moussa était encore à la chasse. Ce jour-là, le roi manqua de tomber de son cheval en voyant cette beauté si rare. Ses courtisans l'aidèrent à continuer son chemin. À cette époque, le royaume était en guerre contre un autre royaume. Le lendemain, le roi Bourdolé envoie le mari de Fatoumata au front. Tous les jours qui suivent,
le roi passe voir Fatoumata et lui apporte des cadeaux. Une nuit, il va voir Fatoumata dans sa cabane et lui dit: « Je ne peux plus m'empêcher de te le dire. Je suis follement amoureux de toi. Je veux que tu sois ma maîtresse maintenant et tout de suite. Et si ton mari ne revient pas de la guerre, je te prendrai comme une seconde épouse. Et tu seras ma reine favorite. Tu vivras avec moi dans mon palais. » Fatoumata calmement répond: « Sire, vous avez le droit de vie et de mort sur tous les citoyens de votre royaume, y compris sur moi-même, bien sûr. Si vous voulez me prendre par la force, je ne peux pas vous résister. Mais si vous me demandez mon avis, j'aime un homme, c'est mon mari. » À ces paroles, le roi reste comme pétrifié sur le lit où il était assis. Au bout d'un long moment de silence, il se lève et rentre chez lui. Mais ce que ni le roi ni Fatoumata ne savaient, c'est que Moussa était revenu de la guerre. Il était revenu juste au moment où le roi entrait dans la cabane et qu'il a tout entendu. Après le départ du roi, Moussa passe le reste de la nuit dehors avec ses soucis. Au matin, il entre dans la case, il réveille sa femme et lui apprend que la guerre est finie. Fatoumata jubile, elle embrasse son mari de tous les côtés. Mais ce dernier reste silencieux et calme. Elle s'inquiète, lui pose des questions sur sa santé, sur tout. Mais lui reste calme. Au bout d'un moment, Moussa dit à sa femme: « Rentre chez tes parents jusqu'à ce que je voie plus clair. » « Pourquoi ?» répond cette dernière. « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Mais là aussi, pas de réponse précise. Fatoumata fait son sac et rentre chez ses parents. 1 semaine, 2, 3 semaines passent et Moussa ne va pas donner d'explication à la famille de Fatoumata. Les parents de Fatoumata décident d'amener l'affaire chez le juge. En ce temps-là, le roi était aussi le juge. Le roi reçoit les deux parties et donne d'abord la parole à Fatoumata, qui dit: « Moi, je n'ai rien compris. Mon mari est parti au front, j'étais contente et pressée de le voir rentrer. Mais le jour où il est arrivé, il m'a tout simplement dit de partir chez mes parents. » Alors le roi se tourne vers Moussa et lui dit: « Mais toi, tu n'aimes pas cette femme ?» ?»« Si, » répond Moussa, « je l'aime aujourd'hui plus qu'hier. » »« Et alors pourquoi tu lui as demandé de partir chez ses parents ?» reprend le roi. « C'est parce que j'ai peur, » continue Moussa. « Peur de quoi ?» demande le roi et ses notables qui l'entouraient. « Une nuit, continue Moussa, j'ai vu les traces d'un lion dans ma maison. Comme je n'ai pas la force de protéger ma femme, je lui ai demandé de partir chez ses parents. » À ces mots, le roi reste longtemps silencieux et calme lui aussi. Puis, il se tourne vers Moussa et lui dit: « Mais est-ce que tu as remarqué des dégâts après le passage du lion ?»« Non, » répond ce dernier. « Alors retournez chez vous tous les deux. Le lion ne viendra plus vous déranger. » Ce conte est fini. Le premier qui respire ira au paradis. Harmjoud, le teigneux rusé. Ken Meken, il était une fois un homme appelé Harmjoud, le teigneux rusé, connu pour sa malice et ses fourberies. Un jour, une vieille femme l'engage comme berger. Le contrat de travail devait expirer à la fin du mois de mars, période à laquelle l'oiseau Doukou envahit l'espace de ses cris, pique et excite les bovins. Harmjoud n'hésita pas à abuser de la confiance de sa maîtresse. Il avait vendu toutes les vaches après leur avoir coupé la queue. Ensuite, il avait repéré un terrain marécageux pour y planter les queues. Et puis, il avait couru retrouver la vieille et lui avait dit: « C'est horrible! Oh là là, quelle catastrophe, Lella! Si tu savais! Raconte au nom de Dieu! C'est horrible! Toutes les vaches se sont aventurées dans un terrain marécageux. Elles se sont enfoncées dans la boue
Il n'y a plus que les queues qui sont visibles. Viens voir, Lella, viens voir. C'est vraiment incroyable. La vieille se lamenta sur son sort et celui de ses vaches. Au bout d'un moment, elle se résigna et se dit « Mektoub, ce qui devait arriver, arrive. On